Le sujet il a été déjà abordé tout à l'heure avec professeur Robert Cohen et professeur Abid, en passant des messages clés par rapport à cette approche syndromique qui est une nouvelle technique de biologie moléculaire qui a perfectionné la prise en charge des maladies infectieuses. Mais il faut savoir les utiliser, c'est très important. Je crois que le message clé, c'est on dispose actuellement de ces tests, il faut savoir les utiliser et c'est un appel aux sociétés savantes de travailler sur des algorithmes pour pouvoir les positionner et les utiliser à bon escient. Parce que on va voir les différents panels, il y a des différences sur, comme l'a dit tout à l'heure Saabid, un LCR, c'est pas les selles, c'est pas le nasopharynx, c'est très important. Moi, je vais insister surtout sur le concept et le principe de cette approche syndromique et son apport dans la prise en charge des infections en pédiatrie, surtout soit en ambulatoire, soit aux urgences pédiatriques. Donc, c'est un symposium. Je suis invité par ces laboratoires et à ma alliance, que je remercie. Donc, en matière de maladies infectieuses, donc je parle devant des éminents infectiologues, vous le savez, donc c'est juste des rappels, et pour mettre l'accent sur la clinique, donc dans l'utilisation de ces tests-là. Donc, en matière de maladies infectieuses, vous savez que les pathologies infectieuses sont très fréquentes et de gravité très variable, d'un simple rhume à une infection respiratoire à un purpura fulminans. Donc, souvent, heureusement, les causes les plus fréquentes sont bénignes, juste un examen clinique, anamnèse, donc le diagnostic il est fait, la prise en charge est là. Mais parfois, on a besoin de tests diagnostiques pour un diagnostic précis, exact et rapide. Donc, c'est très important ces éléments-là. Donc, on peut faire appel à des technologies lourdes qui restent pour le moment un peu chères, donc ça coûte. Sinon, donc avec le temps, seront à la disposition de tout praticien. Juste pour reprendre un petit peu la place de la clinique, excusez-moi si je rappelle des choses qui paraissent évidentes, mais c'est pour leur importance, pour ne pas oublier cette approche-là. Donc l'approche en matière de maladies infectieuses, que ce soit en ambulatoire ou bien surtout aux urgences pédiatriques, c'est une attitude probabiliste. Donc on rappelle ça pour les jeunes, pour les étudiants, les résidents, toujours l'anamnèse et l'examen clinique. Ça, déjà, ça nous permet de lancer un diagnostic. Et pour raffinir un petit peu ce diagnostic, on fait appel à certains examens complémentaires. Donc, on va les voir. Et puis, bien sûr, au terme de ces examens complémentaires d'orientation, donc, on aura un diagnostic définitif final qui va nous permettre de prendre une décision thérapeutique ou non. Donc, l'abstention thérapeutique, ça fait partie de la prescription thérapeutique. Parfois, on a besoin, dans des situations d'urgence, soit de passer directement déjà de la clinique donc, et prendre une décision en attendant les résultats. Et l'idéal, c'est d'avoir des outils diagnostiques qui nous permettent de court-circuiter ces examens paracliniques qui ne sont pas toujours spécifiques et qui permettent de donner le diagnostic étiologique exact. Ça, donc, pour vous dire que ces tests, bien, tout test diagnostique, tous les outils diagnostiques doivent être mis dans le cadre d'un raisonnement clinique, qu'on rappelle toujours, et savoir positionner la place de ces outils diagnostiques. Donc, c'est une introduction qui est très importante pour savoir utiliser ces différents tests. Les tests diagnostiques dont on dispose, donc il y a les tests d'orientation vers le diagnostic, on connaît tout, on utilise, numération, VS, CRP, une bandelette urinaire, plus ou moins procalcitonie, une radiothorax, bien sûr en fonction de l'orientation étiologique. Il y a des tests centrés sur un pathogène, donc vous avez une suspicion, vous avez des tests rapides, PCR, donc avec le Covid, on a appris beaucoup de choses en utilisant ces tests rapides. Donc, il y a des tests rapides d'angine, etc. Et il y a des tests qui sont centrés sur plusieurs
pathogènes, donc c'est les examens usuels qu'on utilise en microbiologie, donc les prélèvements, les colorations, grammes, donc ça nous permet de donner un grand nombre de pathogènes, bien sûr, en utilisant la culture des différents liquides biologiques, que ce soit donc le sang, l'hémoculture, l'urine, le LCR et le lavement broncho-alvéolaire, lavage broncho-alvéolaire. Chaque approche qu'on vient de voir comporte des problèmes. Le premier, celle d'orientation, donc c'est la sensibilité, la spécificité, c'est-à-dire les marqueurs indirects de l'infection. Donc on n'a pas un diagnostic étiologique précis. L'approche centrée sur un pathogène, quand c'est négatif, donc de quoi s'agit-il? Donc il faut multiplier les examens, donc il faut demander d'autres tests. Et pour les tests centrés sur plusieurs pathogènes, donc on peut avoir un pathogène, mais cela veut dire que c'est la cause de la pathologie. Et bien sûr, en plus de temps qui est très important dans ces examens. Donc c'est pourquoi on essaye d'avoir cette approche syndromique. De là vient le principe et le concept de l'approche syndromique comme technique nouvelle de biologie moléculaire. Parce que les outils diagnostiques qu'on vient de voir sont variés, il y a un délai dans le temps, ça demande une main-d'œuvre parce qu'on demande plusieurs examens, parfois microbiologie, parasitologie, virologie, et ça nécessite quand même une expertise. C'est très important, donc surtout en matière de bactériologie. Tout à l'heure, Robert Cohen l'a dit, donc on a des difficultés. Et il a parlé on peut court-circuiter ça par les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de PCR, surtout multiplex, avec un faible rendement et la sensibilité et la spécificité qui est limitée. Donc, d'où vient l'intérêt d'une approche qui est syndromique, globale. Donc, pourquoi? Parce que la décision, parfois, elle est très urgente, donc on ne peut pas attendre tous les résultats de tous ces examens-là. Qu'est-ce que c'est un syndrome? Donc, l'approche syndromique, il est basée sur cette notion-là. C'est le syndrome que vous connaissez tous. Un syndrome, je ne vous apprends rien, c'est un ensemble de symptômes et de signes cliniques corrélés entre eux pour définir une maladie. Par exemple, un enfant qui est fébrile, qui tousse, qui a un écoulement nasal, donc c'est le syndrome respiratoire, avec des signes. Donc quand on fait un examen, effectivement, il a de la fièvre, il a des crépitants, bien des sifflements, on fait une radio, donc ça, c'est le syndrome respiratoire. De là, donc, on va comprendre les différents panels respiratoires, hémoculture, articulaire, gastro-intestinale, méningite, etc. Donc, ça part donc de la définition d'un syndrome. Et cette approche, donc, il permet d'un test, un diagnostic, un syndrome. Il peut avoir plusieurs étiologies. Et l'approche syndromique, à partir d'un prélèvement, d'un test, on va rechercher plusieurs agents infectieux qui peuvent être responsables de ce syndrome-là. Donc, ce qui permet de simplifier le diagnostic, de raccourcir le délai diagnostique et d'optimiser la prise en charge de patients. La différence entre l'approche syndromique et les tests traditionnels, dans le cas de tests traditionnels, on fait un prélèvement, mais on fait plusieurs tests. Tout à l'heure, Cohen, elle a parlé d'un prélèvement de LCR, mais 120. Donc, pour pouvoir faire toutes les différentes études, donc culture, biochimie, etc., avec des rapports différents, de résultats sur plusieurs heures, parfois plusieurs jours, donc ça retarde un petit peu la prise en charge et de rectifier un petit peu le tir quand il le faut, et une durée d'hospitalisation quand il s'agit de malades hospitalisés, donc qui est prolongée. Par contre, dans l'approche syndromique, à partir d'un prélèvement, d'un test, on peut rechercher simultanément plusieurs agents en même temps. La préparation se fait en 2 minutes et la lecture en moyenne 1 heure, 2 heures. Donc les laboratoires disent 1 heure, mais ça dépend de la logistique du laboratoire et le biologiste avec qui vous travaillez. Donc ça permet de raccourcir les délais de résultats et d'améliorer la prise en charge de nos patients.
Donc, à partir d'un syndrome, donc, avec les pathogènes qui peuvent être responsables de cette maladie, on a déterminé ces panels-là. Par exemple, dans le cas de méningoencéphalite, vous avez le panel, il contient ces éléments-là. Donc, le virus, le CMV, l'entérovirus, l'herpès 1, 2, 6, et le virus de varicelle zoster. Pour les bactéries, les Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, l'Listeria, le méningocoque, le strepto B et le pneumocoque. Et il y a même des levures, les cryptococcus. Donc, voilà. Donc, à partir de cela, d'où l'intérêt de savoir les utiliser. Donc, quand on détermine le germe, c'est vrai, donc en cas de, et savoir le retenir et de le prendre en charge. Donc, l'approche syndromique, en cas pour le laboratoire, dans la marque FilmArray, donc c'est un dispositif automatisé, une plateforme qui est automatisée, facile à utiliser, ne demande pas beaucoup d'expertise. Je parle là, donc je pèse mes mots, donc ne demande pas une expertise individuelle, mais ça demande quand même une expertise globale, c'est-à-dire de l'intégrer dans le raisonnement clinique. Donc, si on dit que, c'est-à-dire quand on a un résultat, il faut savoir l'utiliser et discuter avec le microbiologiste, avec le biologiste. C'est une technique qui est simple, rapide, exhaustive. Ça, c'est pour la technique, donc j'ai déjà parlé. Et ça répond en quelque sorte aux critères de l'OMS pour qualifier un test rapide. Donc, il doit avoir une sensibilité et spécificité qui est très importante. Tout à l'heure, Robert l'a dit. Donc, la sensibilité elle est très importante, la spécificité également, et reproductive. Et reste le problème de coût et efficacité qu'il faut discuter peut-être dans des études. Le coût global, donc, il est quand même acceptable quand on le prend dans le cadre d'une utilisation au niveau des urgences, au niveau de la réanimation, quand on prend tous les frais directs et indirects, donc il y a quand même un manque à gagner très important. Voilà les différents panels dont dispose FilmArray. Le premier panel, c'est le respiratoire. Il faut savoir qu'il y a deux, un ancien, un actuel. Et le deuxième, pneumonia, donc le respiratoire, il y a deux. L'un pour l'oropharynx sur un écouvillonnage et le deuxième, le pneumonia, donc sur des prélèvements de crachat ou bien des lavages bronchoalvéolaires. Le panel hémoculture, le panel gastro-intestinal, le panel méningite-encéphalite dont a parlé longuement tout à l'heure Robert, et le panel de l'infection articulaire. On va essayer de les passer en revue rapidement. Le but, c'est pas de les détailler, mais de les connaître et de le savoir utiliser à bonne escient dans un raisonnement et dans un climat de discussion avec les biologistes. C'est très important. Donc, c'est une plateforme de PCR multiplex totalement automatisée. Voilà. Le rapport des résultats, c'est sous cette forme-là. Donc, vous avez les différents germes qui se trouvent dans le panel et on vous répond que c'est les détectés ou non. Voilà. Voilà les différentes. On va passer On va commencer par le panel méningoencéphalite. Je vais essayer peut-être de passer rapidement. La méningite, donc il est défini comme une inflammation des méninges. Et l'encéphalite, quand il y a des troubles un dysfonctionnement neurologique avec donc de troubles de la conscience, c'est une urgence, comme vous le savez. C'est une pathologie qui est grave. Donc, le pronostic dépend de la précocité de prise en charge. C'est très important. Donc, on l'a toujours appris. Donc, suspicion de méningite, il faut faire la ponction lombaire, démarrer le traitement et puis par la suite raisonner et rectifier s'il y a des choses à rectifier. Chez le tout petit, donc avec des troubles de conscience, est-ce que c'est une méningite virale, herpétique, etc. Tous, quand on était, même pour le moment, donc quand on est de garde, on reçoit un nourrisson. La hantise, c'est de ne pas passer à côté d'une méningite herpétique, donc qui va laisser des séquelles. Donc c'est une urgence thérapeutique. Et je crois que cette technique vient de
résoudre en quelque sorte ce problème-là de déterminer d'emblée méningite virale, méningite bactérienne. Les tests actuels de méningite, méningoencéphalite qu'on connaissait, donc c'est l'examen de LCR, c'est la cytologie, c'est la coloration, c'est la culture, l'antibiogramme, et il y a des PCR précises, donc individuelles pour des germes. Le panel de méningite, donc c'est celui-là, sur quelques gouttes de LCR, on peut chercher simultanément tous ces germes-là. Donc, les Escherichia, les Haemophilus, et j'en passe. Donc, ça permet d'épargner le liquide céphalorhizidien, peut-être pour d'autres examens, et voilà. Et c'est un résultat qui est rapide. Et par rapport à la charge de travail, donc juste un exemple, en comparaison en utilisant les deux méthodes usuelle et la méthode PCR, vous avez les résultats définitifs HG+2, donc avec donc parfois même tardivement, donc l'antibiogramme, mais le FILMARRAY, donc c'est un examen rapide, soit méningite virale ou bactérienne. Donc ça c'est pour la bactérie. Maintenant, on arrive au positionnement de ces tests-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut les demander d'emblée? C'est vrai, il y a beaucoup de la littérature dans ce sens-là, mais les recommandations jusqu'à présent ne sont pas unanimes, de l'intérêt d'études avec des retours d'expérience et d'avoir des recommandations pour le bon usage de ces tests-là. Donc, par exemple, dans ce cas-là, pour l'encéphalite, on peut, donc, c'est en première ligne pour tous les LCR. Donc, quand on pense à une encéphalite, dès le début, donc en première intention. Pour les méningites, première ligne pour tous les LCR ayant une numération plus de 10. Donc, on regarde la cytologie, et puis, bien que professeur Zehay, donc, il a eu un cas avec une cytologie moins de 10, donc qui était positif par la suite, et même la culture a poussé. Donc, attention aux méningites virales qui peuvent présenter un nombre d'éléments inférieurs au seuil de les méningites décapités. Donc, cela, tout le raisonnement clinique pour l'usage de ces tests-là. Dans le cadre, quand on cherche l'herpès, donc quand c'est négatif, les auteurs recommandent, donc d'ailleurs c'est la recommandation de la Société de pathologie infectieuse de langue française, niveau de recommandation A, si le tableau clinique et radiologique avec analyse de LCR peu évocateur d'une méningite, méningoencéphalite herpétique, il n'est pas nécessaire de réaliser une seconde analyse de LCR. Si le tableau évocateur, le diagnostic de méningoencéphalite herpétique est écarté formellement sur la négativité de la PCR donc ciblée, donc HSV, à réaliser obligatoirement à partir du 4e jour d'apparition des signes neurologiques. Tout à l'heure, ça a été discuté. Et pour le résumé un petit peu de la littérature en matière d'utilisation de ce panel, voilà quelques recommandations, quelques résumés. Donc, le panel méningite encéphalite en matière de PCR multiplex, il permet de réduire le temps de rendu de résultats. Il nécessite moins de volume de prélèvement ou d'autres tests. 99% de concordance avec les méthodes de comparaison, donc une sensibilité très importante. Il permet une détection bactérienne lorsque la culture ou le gramme sont négatifs. Et il présente 95% de sensibilité pour la détection de l'herpès 1 par rapport aux méthodes moléculaires. Donc, d'où leur intérêt en cas de suspicion de méningoencéphalite herpétique. Et pour ce qui est de la performance et l'impact, et surtout l'évaluation médico-légale, sur un travail qui a été fait, voilà le résumé, donc sur 12 mois, le FILMARRAY, donc un taux de positivité de plus de 21% par rapport aux méthodes usuelles classiques, et la diminution de temps de traitement de moins de 3 jours, 13 jours d'hospitalisation ont été évités, 75% de réduction d'examens supplémentaires et 32 jours de traitement non nécessaires qui ont été évités. Donc un petit peu l'impact
de l'utilisation de ce panel en cas de méningoencéphalite, pour vous dire que c'est le test, il est cher, donc, mais quand on le prend dans sa globalité, il y a quand même un manque à gagner très important, surtout au milieu hospitalier. Pour le panel d'hémoculture, la septicémie, donc, c'est un syndrome de réponse inflammatoire à l'infection. C'est une cause importante de mortalité quand on n'est pas pris en charge. Et le diagnostic et l'administration en temps opportun, donc d'un traitement efficace, peut réduire significativement la mortalité, la durée de séjour à l'hôpital et les coûts engendrés par la septicémie. D'où l'intérêt d'avoir des tests rapides. Le panel d'hémoculture, voilà, donc 24 cibles sur quelques gouttes d'hémoculture positive. Donc, dans ce cas-là, donc, on fait les méthodes usuelles, l'hémoculture, quand elle est positive, donc, on continue l'étude. Donc, quand on utilise ce panel-là, il faut toujours rester classique et garder la culture et l'antibiogramme. Pour comparer les deux approches, donc c'est surtout sur le temps de rendu du résultat pour l'approche syndromique en 1 heure et pour les tests standards 24 heures, 72 heures. Donc, d'où l'intérêt, surtout en matière de septicémie où le traitement est très urgent. Voilà, les tests standards doivent être complétés, en particulier pour les tests de sensibilité antimicrobiens. Donc, ce panel-là ne peut pas déterminer la sensibilité aux autres antibiotiques. Voilà, je passe. Leur place, c'est-à-dire leur indication, veut dire qu'en première intention, ils peuvent être utilisés chez des patients graves, en réanimation, soins intensifs. En deuxième intention, chez des patients avec des histoires spécifiques. Donc, c'est le cas par cas. Et surtout quand il s'agit d'infections dans des sites profonds avec un examen direct et culture négatif à 24 heures. Donc là, il faut demander ce test-là. Et leur intérêt également, dans le cas d'hémoculture polymicrobienne, environ 10% d'hémocultures sont polymicrobiennes et le taux dépend de la population des terrains, donc c'est à prendre en considération. Le résumé des résultats de certaines publications dans l'utilisation de ce panel hémoculture, qu'est-ce qu'on retient? Donc, ce panel-là, donc ce test-là, raccourcit le temps d'identification. Oui. Elle permet une prise en charge antibiotique et un traitement anti-infectieux correct dans 99% des cas pour les bactéries du panel. Il permet d'impacter la prise en charge de patients. Il diminue le délai de désescalade ou l'escalade antibiotique. Le panel respiratoire. Vous avez ici une comparaison concernant toujours le temps de rendu des résultats pour les tests usuels, la sérologie, la culture, l'étude d'antigènes, c'est 1 à 5 jours. Pour le FILMARRAY, au bout d'1 heure. Voilà le panel respiratoire, donc sur un écouvillonnage nasopharyngé. Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher? Tous les germes qui sont là. Donc, le dernier, on a ajouté le MERS-CoV et le SARS-CoV-2. Donc, il y a les virus, le corona, les virus de la grippe, parainfluenzé. Il y a les bactéries, le Bordetella pertussis, Parapertussis, et les germes atypique, chlamydia, mycoplasma, donc qui peut régler le problème dans des situations quand on pense à une infection respiratoire à germes atypiques, on peut avoir les résultats immédiats. Le positionnement de ces tests respiratoires, c'est en fonction de la saison. Donc, dans la saison de l'hiver, le FILMARRAY en première ou en deuxième ligne. Après, autres tests grippe, VRS, surtout quand s'ils sont négatifs, donc on a intérêt à rechercher d'autres virus. Ça permet de désengorger les urgences et ça permet d'avoir une documentation étiologique, une meilleure utilisation des antiviraux,
un isolement, surtout après ça avec la Covid. Et le film-arrêt peut être demandé en première ligne chez des patients sévères, immunodéprimés, en particulier les enfants qui sont vulnérables, et en dehors des heures ouvrables et les week-ends. Pourquoi? Parce que c'est un test qui ne demande pas beaucoup d'expertise. Quand on dispose de cette plateforme, on peut la demander. Le week-end et les jours fériés, donc ça demande un technicien, donc vous les imaginez. Donc il faut les avoir quand même. Hors hiver, en première ligne, c'est les cas particuliers, les patients sévères, immunodéprimés. Et voilà. Quels sont les facteurs qui vont nous pousser à utiliser davantage ce panel quand il y a des signes de gravité à l'examen clinique, sur les constantes vitales, sur des signes associés, sur les formes atypiques et sur des contextes intérêts un petit peu particuliers. L'immunodéprimé, un sujet qui est splénectomisé, donc on a intérêt à avoir un diagnostic précis. Une infection chronique, donc associée à un VIH, donc on a des cas, les transplantés, un sujet qui a une pathologie auto-immune, ou bien il est sous immunosuppresseur. Et pour les immunocompétents, surtout chez les jeunes âges, et s'il y a des comorbidités associées. Voilà. Pour ça, c'est concernant les résultats des études qui ont été faites en utilisant ce panel-là de respiratoire. L'utilisation de FILMARRAY respiratoire a permis de diminuer significativement les ressources de soins, incluant une diminution de l'utilisation des antibiotiques, des radiographies thoraciques de contrôle, donc, et une augmentation des précautions d'isolement. Il réduit le nombre de tests associés, soit radiologiques, soit d'autres prélèvements. Le diagnostic il est rapide, il améliore l'utilisation des antiviraux quand on tombe sur un virus qu'il faut traiter. Il réduit la durée, essentiellement la durée, mais pas encore l'utilisation des antibiotiques soit chez l'adulte ou chez l'enfant, parce que souvent les enfants qui ont une infection respiratoire sont tous presque sous antibiotiques. Il réduit le coût de prise en charge chez les adultes et les enfants de façon globale. Une étude très importante pédiatrique rétrospective chez 176 enfants de moins de 3 mois. Elle a essayé de voir un petit peu l'impact de l'utilisation de ce panel. Ils ont trouvé que le taux de positivité il est de 53%. Donc, une fois sur deux, quand on fait ce panel, on tombe sur un agent pathogène. Et elle a permis de réduire la durée moyenne de séjour, donc c'est significatif, de moins 4 jours, donc c'est très important, surtout c'est des enfants au milieu de réanimation, donc c'est un court séjour, et moins de 2,4 jours de traitement d'antibiotiques. Vous voyez un petit peu l'apport et l'impact important de cette approche-là. Concernant le panel de gastro-intestinal, donc les infections gastro-intestinales qui sont très fréquentes, c'est vrai que les plus fréquentes, c'est les virus, mais les tests dont on dispose, vous avez ici leurs limites. Donc, ils ont un rendement très faible. Donc, les examens de parasito, de coproculture, et sur une durée qui est très, très importante, 3-5 jours, 1-2 jours, etc. Et la complexité de ces tests. Donc, il faut le signaler. De l'intérêt d'avoir un panel qui nous permet d'avoir un diagnostic étiologique précis. Vous avez ici le panel FILMARRAY et de quoi il est constitué. Donc, on trouve ici donc, plusieurs bactéries, plusieurs virus et des parasites. Mais c'est très important de voir la question qui se pose ici, de voir est-ce que, quand on trouve un germe, est-ce que c'est lui qui est responsable de cette infection. Donc, le compte rendu de ce panel-là, vous l'avez ici, donc on peut avoir plusieurs agents qui ont été détectés et leur positionnement. C'est vrai, tout à l'heure, Abid l'a dit, donc après l'élément de sel, si on trouve des agents, est-ce que c'est pathogène ou pas? Et là, la discussion, maintenant, l'étude, elle est faite surtout sur le quantitatif, donc pour écarter le portage, les agents qui ne sont pas pathogènes, et l'indication, donc
dans ce cas-là, c'est bien précis, le cas par cas. C'est pour des études épidémiques, dans des diarrhées sévères, les ressanglantes. Et en deuxième ligne, chez l'enfant, c'est le rota et l'adénovirus et les négatifs. Et pour les patients hospitalisés pour diarrhée prolongée, non résolutif, les signes de gravité, les sujets immunodéprimés, et j'en passe. Et quand on veut faire une transplantation de microbiote intestinal, donc c'est indiqué pour les résultats, le résumé des résultats de la littérature en matière de ce panel-là. Ils sont sensibles et spécifiques. Il réduit le temps de rendu, il augmente le pourcentage d'identification des germes, augmente considérablement le nombre de diagnostics. Les pathogènes viraux sont en cause importante de gastroentérite, donc on le confirme. Permet de mettre en évidence les épidémies. Et il est important pour l'isolement avec le potentiel de réduire le nombre d'isolements nécessaires. Ça, c'est pour des études, je passe donc pour les études épidémiologiques. Pour le panel pneumonia, donc dans ce cas-là, c'est un panel respiratoire, mais qui nécessite quand même d'un prélèvement par lavage broncho-alvéolaire. Voici donc les différents agents qui permettent de détecter 34 cibles en 75 minutes. Vous avez les bactéries, vous avez les virus, les bactéries atypiques, mais ce qui est très important, c'est les marqueurs de résistance, c'est très important. Donc surtout en cas de pneumonie sur des sujets particuliers, déprimés ou bien dans des formes sévères de pneumonie. Donc ça permet de détecter ces résistances et d'emblée d'orienter l'antivithérapie vers les germes les plus sensibles. Donc, ça nécessite un lavage broncho-alvéolaire, l'intérêt des études, d'études de résistance. Ils ne sont pas indiqués pour le dépistage, ce panel-là, mais peuvent l'être dans des situations particulières. Les DDB, les transplantés pulmonaires, les immunodéprimés, les patients sous ventilation et les mucoviscidoses. Le dernier panel qui arrive, c'est celui de l'infection articulaire. Il permet de détecter 39 agents. Vous avez dépassé le temps. Juste, je vais conclure. Donc, ça nécessite un échantillon de liquide synovial. Et voilà le panel. Et il n'y a pas encore beaucoup d'expérience et de retours sur l'utilisation de ce panel. Donc, quels sont les avantages et les limites de l'utilisation de ces panels? Il permet d'améliorer le diagnostic. Donc, on a un diagnostic précis, rapide et exhaustif. Un impact très important sur le côté financier, donc la prise en charge globale de ces patients. Mais le risque, c'est trouver un pathogène ne signifie pas toujours détecter une maladie. D'où la nécessité de débuter un traitement et de raisonner. Le risque des faux positifs chez des porteurs sains, donc, n'est pas à exclure. Donc, pour terminer, donc, je peux dire que c'est une approche nouvelle qui nous permet d'améliorer nos diagnostics en matière d'infection. C'est une méthode simple, rapide, exhaustive. Il faut connaître ses limites, d'où l'intérêt de pencher sur leurs utilisations avec des algorithmes bien définis pour pouvoir les positionner et les utiliser avant mission. Et je vous remercie.